Mais il vient d'où? J'en sais rien, et il a débarqué de nulle part au bon moment et il m'a parlé de voyage dans le temps. Ruby, vous voulez connaître mon secret? J'ai tout l'univers à portée de main. L'univers tout entier. Et je suis tout seul. Alors j'adorerais que vous veniez avec moi. Vous êtes qui? Je suis le docteur. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, notre format dédié à nos visionnages récents de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume et je suis ravi d'être de nouveau en compagnie de Pauline de la chaîne Pepperpot Team. Salut Pauline, comment tu vas? Salut Guillaume, ça va très bien. Pas trop fatigué de parler de Doctor Who? C'est la vie que j'ai choisie, de parler de Doctor Who absolument tout le temps, mais... Bon, on va essayer d'aborder cette saison 1 qui vient d'être diffusée sur Disney+, de manière un petit peu différente du classique débrief. En tout cas, je le rappelle pour nos auditeuristes, tu réalises avec ton partenaire Julien des contenus sur Doctor Who, du débrief d'épisodes au portrait d'actrices, de showrunners ou de personnages, en passant par le suivi des news autour de la série. Si vous aimez déjà Doctor Who ou que vous découvrez la série avec cette première saison, filez vous abonner à la chaîne Pepperpot Team, vous ne le regretterez pas, voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, on se retrouve ensemble pour parler de la nouvelle saison de Doctor Who, comme je l'ai dit, après 2 émissions sur les épisodes du 60e anniversaire et l'épisode spécial de Noël. On était déjà avec toi, Pauline. N'hésitez pas à aller écouter ces podcasts si c'est pas déjà fait, histoire d'être à jour de nos contenus sur la série. On reviendra pas sur le détail de ces épisodes dans l'émission d'aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter tout ça pour vous faire une idée de ces épisodes qui ont déjà été diffusés avant la saison 1. Je reprécise quand même rapidement, si vous écoutez par curiosité pour la série ce podcast, que Doctor Who est une série SF et fantastique diffusée depuis 1963 sur la BBC, ce qui fait d'elle une, si ce n'est la série la plus ancienne encore diffusée, une série qui entame donc avec cette saison 1 un nouveau départ. Aujourd'hui showrunnée par Russell T Davies, produite par la BBC toujours évidemment, et Bad Wolf Productions, est disponible pour la première fois simultanément à l'international et donc chez nous sur Disney+. Dans cette nouvelle itération de la série, le Docteur, cet être extraterrestre voyageant dans l'espace et le temps, est interprété par Ncuti Gatwa, acteur connu pour Sex Education sur Netflix, et on fait la connaissance dans cette saison 1 de Ruby Sunday, sa compagne de voyage, qui est interprétée elle par l'actrice Millie Gibson. Une saison 1 introductive, on va dire, où les aventures du Docteur et de Ruby vont se succéder dans le passé comme dans le futur, sur Terre ou dans l'espace, et qui verront au fil de ces 9 épisodes une mystérieuse figure revenir et trouver sa conclusion dans un final épique. Alors petit disclaimer, même si on va pas aborder dans le détail chaque épisode, on va probablement spoiler, voilà, des choses présentes dans les épisodes, des personnages, des petites surprises, des choses comme ça. Donc soyez prévenus et allez voir cette saison si c'est pas déjà fait, ou alors peut-être que cet épisode va vous donner envie, de la commencer. Avant d'évoquer du coup les différentes thématiques abordées dans ces épisodes, j'aimerais quand même revenir sur un statut qui est assez unique pour cette saison 1, enfin en tout cas quand on regarde un petit peu l'histoire de Doctor Who, il y a déjà eu quelque part un nouveau départ pour la série, mais là aujourd'hui en 2024 on est vraiment sur quelque chose de particulier, puisque au-delà de ce nouveau départ, la série elle est aussi diffusée sur Disney+, et d'ailleurs vous avez récemment fait une conférence au Japan Tour Festival qui s'appelait justement la nouvelle série Disney+, Doctor Who, ça m'avait fait assez rire. Qu'est-ce que tu penses toi, avec un peu de recul, ou en tout cas quelle est ta vision de ce nouveau départ, ou en tout cas de cette espèce de virage que prend la série en étant diffusée sur Disney+. Évidemment, pour nous, ça fait une sacrée différence parce qu'on a toujours attendu énormément de temps pour avoir les épisodes de Doctor Who. Il y a eu une seule saison, on avait les épisodes en VOST 4 jours après. Ça passe à 23h, je crois. Enfin, et le reste du temps, on doit attendre des mois et des mois si on veut les avoir légalement. C'était un peu la galère. Là, au moins, on les a en simultané, donc c'est super cool parce que qu'est-ce que ça fait plaisir. T'as parlé du Japan Tour Festival. Qu'est-ce que ça fait plaisir de faire un festival une semaine après la fin d'une saison et presque tout le monde est à jour. Pas tout le monde est à jour, mais la plupart des gens étaient à jour. C'était inconcevable avant cette année. Et c'est vrai que en tant que fan, c'est génial déjà de pas avoir à galérer avec un VPN si tu veux pouvoir regarder les saisons, et aussi de pouvoir en parler avec les fans de la même langue que toi immédiatement. C'est un vrai bonus, parce que nous avant on était obligés de pas trop spoiler dans nos critiques parce que les gens venaient juste un peu voir la température. Et donc en fait nous on avait un peu le cul entre deux chaises quand on faisait des critiques, parce qu'il fallait pas trop en dire, parce que les gens ils ne pouvaient pas l'avoir vu rapidement, la plupart des gens devaient attendre 24 heures pour des sous-titres.
Là, je t'avoue qu'on fait plus gaffe. Hein. Nos critiques, elles spoilent à balle, elles font 15-20 minutes alors qu'avant elles en faisaient 5. Même pour nous, en fait, c'est super de pouvoir vraiment se lâcher et vraiment parler de ce qu'on veut tout de suite. C'est un vrai bonus pour la France, quoi. Et puis en plus, comme tu dis, saison 1, bah pareil, au Japan Tour Festival, il y a plein de gens qui se sont arrêtés sur notre stand, qui ont dit j'ai déjà entendu parler de Doctor Who, mais ça m'a l'air galère, je sais pas par où démarrer. Qu'est-ce que c'est pratique de leur dire là, il y a une nouvelle saison 1, t'as Disney+, nickel, tu vas regarder la saison sur Disney+, alors qu'avant, il fallait dire, alors, c'est la saison 13, alors elle est disponible nulle part pour l'instant en France, puis après, elle sera sûrement pas sur les plateformes de streaming, donc tu dois la télécharger illégalement. Enfin, comment tu veux motiver les gens à regarder ça ? Même leur dire, alors tu peux prendre à la saison 5 sur 13 saisons, enfin, ça paraît absurde pour les gens. Ouais, effectivement. Donc je trouve que, tu vois, par exemple, je trouve que la saison 5 peut limite être un meilleur point d'entrée quand même que cette nouvelle saison 1, mais le problème c'est que quand tu dis aux gens, regarde la saison 5, ils te croient pas en fait. Ouais. Alors que là, bon, écoute, elle a été quand même plutôt bien pensée comme étant un point d'entrée. J'ai des petits soucis avec ce concept, parce que beaucoup de références au passé, mais de manière générale, je trouve que c'est quand même plutôt bien recontextualisé. Des retours qu'on a eu en tout cas de gens qui ont démarré par cette saison, certains étaient un peu perdus, mais pas tellement par rapport au fait que la saison était longue, c'est juste parce que Doctor Who par moment c'est un peu foutraque. Mais de manière générale, les gens avaient l'air assez convaincus de démarrer par cette saison-là. Ok, je le disais au début, c'est une espèce de quand même de saveur un peu introductive, notamment sur les premiers épisodes, où évidemment il va y avoir un petit peu de remise en contexte sur qui est le docteur, quels sont un peu ses outils, le TARDIS, le tournevis sonique, etc. Mais c'est vrai que c'est en binôme avec quelqu'un qui ne connaît pas, quand toi tu connais un peu l'univers, c'est très très facile de pouvoir distiller de petites précisions comme ça au fil du visionnage, sans forcément avoir besoin de tout réexpliquer, parce que la série n'en fait pas trop là-dessus non plus. Et même si elle fait plaisir aux fans, globalement, en tout cas, moi je l'ai regardé aussi avec quelqu'un qui commençait la série, qui commençait le Doctor Who avec cette saison. Il n'y a pas eu de problème majeur ou de grands questionnements sur mais attends, c'est qui cette personne, on comprend pas pourquoi, ou ce concept ou quoi. Globalement, les choses sont plutôt bien expliquées. La petite critique que je pourrais faire à Disney+, c'est quand même de pas nous apporter tout l'attirail de bonus qu'il y a pu y avoir sur la BBC et notamment du coup sur la plateforme Universe. Ça, j'aurais trouvé ça cool de pouvoir bénéficier de ce genre de vidéos, quoi. En fait, le problème, c'est que Unleashed, qui du coup est l'émission de Making of, a été produite uniquement par la BBC, puis probablement Bad Wolf, j'imagine. Mais en tout cas, Disney n'a pas mis d'argent dedans, et donc c'est pour ça Disney n'a pas eu les droits dessus. Alors, j'essaie de me consoler en me disant que sur YouTube, ils ont mis pas mal de petits bonus, donc c'est toujours ça quand même donné, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que Unleashed, c'est une émission géniale, ça dure 30 minutes de making-of, où t'es vraiment sur le tournage, tu découvres les différents métiers, c'est trop bien. C'est vrai que c'est dommage qu'on l'ait pas, parce que c'est super de finir l'épisode et pouvoir te mater un peu le making-of, savoir comment ils ont fait les effets spéciaux, qui mine de rien, sur Doctor Who, savoir comment ils ont fait les effets spéciaux, les décors et tout, c'est intéressant. T'as des aliens, t'as des planètes, t'as l'espace, enfin, t'as envie de savoir comment tout est fait. Donc, j'ai trouvé que ça manquait les dernières saisons. Je suis contente de retrouver ce format, mais c'est vrai que c'est dommage que les fans français n'y aient pas directement le droit. Pareil, on doit retourner à la technique VPN ou téléchargement si on veut y avoir le droit, c'est dommage, quoi. Qui sait, ils rachèteront peut-être les droits de quelque chose qui serait un format un peu encapsulé, je sais pas, je sais que en tout cas, notamment, ça me fait penser là comme ça à Percy Jackson notamment, ou les séries Star Wars en général qui suit la diffusion, on a un making of justement, donc peut-être Disney+, si vous nous entendez, réfléchissez à ça fera plaisir aux fans de séries et aux fans d'univers fantastique aussi, en effet, c'est toujours cool de voir le making of comme tu l'as dit. Ce qui m'a fait tiquer aussi un petit peu et qui continue de me faire tiquer un petit peu aussi, c'est quand même, on va dire, le relatif bazar, même si c'est, encore une fois, comme tu l'as dit, pas non plus comme ça pouvait être ces dernières années, sur la numérotation et la compréhension de la manière de rentrer dans cette nouvelle ère, on va dire, parce que sur Disney+, donc il faut dire, Gatwa apparaît effectivement pour la première fois dans le 3e épisode des 60 ans, donc le fabricant de jouets. Alors je suis désolé, je vais dire spécial 3. Ouais, voilà. Je vais dire les noms d'épisodes en français, pour nos auditeurs et auditrices francophones, on va dire. Et puis, ça sera plus simple comme ça. J'éviterai de faire la
aller-retour entre le français et l'anglais. J'ai décidé sur cet épisode, je les dirai en français, mais tu peux les dire en anglais, y a pas de souci. Donc Gatwa, il arrive dans le 3e épisode, le fabricant de jouets. Bon, ça, à la limite, effectivement, l'apparition d'un docteur, c'est souvent l'apanage de la fin de la saison d'avant, donc à la limite, je peux le comprendre. Et c'est le 4e spécial, l'église de Ruby Road, qui est nommé sur Disney+, à la fois épisode spécial 4 et aussi épisode 1 de cette nouvelle saison 1. Et en fait, t'as vraiment les 2 entrées sur Disney+. Quand tu cherches Doctor Who, tu peux vraiment avoir les 2 numérotations et ça rend même pas au même endroit, quoi. Donc là-dessus, effectivement, ils auraient pu encore améliorer la compréhension et la simplicité d'accès à la chose. Mais bon, c'est un petit détail, quoi. Ouais, ça c'est dû à des galères de prod, en fait. En fait, normalement, la saison, à l'origine, devait sortir en janvier. Et donc, en fait, tu commences par épisode 1, Church on Ruby Road, et genre 2-3 semaines plus tard, t'as la saison. Sauf qu'en fait, ils se sont très vite rendus compte que ça allait être la galère, ils ont très vite retardé de quelques mois. Donc c'est prévu de longue date que finalement ça sorte en mai, mais à l'origine, c'était prévu pour se suivre directement. Ce qui explique pourquoi les bébés de l'espace, qui est... Pour les Anglais, l'épisode 1 de la saison n'est pas véritablement un épisode 1. Le vrai premier épisode, c'est l'épisode de Noël. D'où la renumérotation sur Disney+, parce que si tu démarres par l'épisode Les bébés de l'espace, qui sur Disney+, s'appelle épisode 2, tu te demandes où tu débarques. C'est vrai, ouais. Donc c'est pour ça que... bon, il s'appelait Spécial 4 avant, du coup ils l'ont laissé, j'imagine, pour plus de simplicité. Mais oui, à l'origine... Enfin, c'est vraiment pensé comme étant le début de la saison. Donc épisode 0, enfin il s'appelle épisode 0 en fait chez les Anglais, mais par contre bah nous, enfin Disney Plus fait pas d'épisode 0, donc ils l'ont renommé épisode 1. Du coup ça fait une petite galère entre les fans internationaux et les fans britanniques, c'est que si tu parles en termes de numéro d'épisode, tu parles pas du même, parce qu'on a un décalage d'un. Parce que nous, bah voilà, il y a 9 épisodes dans la saison, eux ils ont 8 épisodes plus l'épisode 0. Donc c'est un peu galère, mais bon, après on s'y fait. Hein. Oui, sachant que les épisodes spéciaux ont toujours été raccrochés à des saisons, mais n'étaient pas dans la numérotation, quoi. Ils étaient vraiment spéciaux. Ouais, ils étaient toujours nommés, voilà, ils étaient toujours nommés épisode 0 de base, mais c'est une spécificité de Doctor Who, c'est de faire des épisodes de Noël qui sont un peu détachés de la saison, mais qui pour autant suivent. C'est pas des épisodes complètement en dehors de la narration. Et c'est vraiment une très spécial à Doctor Who, c'est une espèce de petite tradition. Oui, complètement, ouais. Donc effectivement, peut-être quelque part, cette espèce d'embroglio de nommage d'épisodes, c'est aussi très Doctor Who, donc on peut leur pardonner. C'est un petit héritage qu'ils ont. C'est un méli-mélo très complexe. C'est ça. Alors, on va se pencher un petit peu sur cette saison 1. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé quand on garde en tête un peu que c'est quand même aussi une saison de redémarrage, une saison de découverte même, c'est que même si les saisons de Doctor Who sont toujours assez calibrées comme ça, on a un assez bon échantillon de ce que peut proposer la série. Alors si je fais le listing, on a donc, on vient de le dire, un spécial avec l'épisode de Noël, on a un épisode dans l'espace, un épisode avec une figure historique, un épisode écrit un peu par un guest, donc là en l'occurrence Stephen Moffat, un épisode concept, un épisode dans le futur, un épisode dans le passé qui est pas tout à fait la même chose qu'un épisode avec un personnage historique, et 2 épisodes finaux qui sont liés au fil rouge qu'on va découvrir au fur et à mesure de la saison. Donc on a vraiment un panel assez représentatif. Est-ce que toi t'as eu un sentiment un peu de catalogue des possibles avec cette saison, ou presque un petit peu forcé quelque part, ou au contraire pour toi c'est une saison assez typique de Doctor Who, t'as pas eu trop de surprises sur ce découpage? Bah je trouve qu'il manque 1 ou 2 épisodes plus classiques, comme dans le style de l'épisode dans l'espace, les bébés de l'espace. Qui est un épisode très simple de Doctor Who, qui sont en fait des épisodes qui permettent de creuser la relation entre le Docteur et la compagne. J'ai trouvé que cette saison en manquait, c'est une saison plus courte que d'habitude, du coup avec 9 épisodes au lieu de 14, vu qu'on compte l'épisode de Noël. Ouais. Et ça se sent, parce que le problème c'est qu'on a toujours des épisodes à concept dans Doctor Who, mais ils sont mélangés à des épisodes avec des aventures plus classiques de le Docteur et sa compagne arrivent à un endroit, il y a un problème, on résout le problème. Et tu disais un épisode écrit par un guest, je dirais plutôt pour cet épisode-là qui s'appelle Boom, je trouve que c'est un épisode hard SF. Ça montre que Doctor Who, ça peut aussi être de la SF assez sérieuse, et puis en plus c'est un huis clos. Doctor Who aime beaucoup les huis clos, enfin c'est un huis clos en extérieur, c'est un concept, mais c'est un huis clos quand même, parce qu'ils peuvent pas sortir ils sont bloqués dans un espace en plein air. Et les huis clos, c'est aussi quelque chose qui marche bien dans Doctor Who. Mais moi je trouve que c'est bien d'avoir ce côté un peu catalogue, de montrer voilà Doctor Who ça peut être tout ça,
Mais je trouve que ça manque d'épisodes plus simples, parce que du coup, j'ai vu plein de gens dire que Space Babies, ah ouais, Space Babies, c'est vraiment le plus faiblard. Peut-être, mais c'est surtout le plus simple, en fait. Et forcément, à côté de Mastodonte et de plein de concepts à côté, il paraît trop simple. Mais je pense que les épisodes plus simples, c'est important dans l'équilibre des saisons de Doctor Who, justement parce que ça approfondit les personnages et parce que ça permet de profiter encore plus des concepts qu'on nous propose. Du coup, c'était bien aussi qu'il ouvre la diffusion de la saison 1, on va dire, après l'épisode de Noël, Space Babies, justement, parce que il intègre tout un tas de réexplication de base, comme je le disais tout à l'heure, sur le docteur et tout ça. Donc c'est vrai que... Mais oui, je te rejoins. Effectivement, Boom, je me suis demandé un peu comment le critériser, sachant qu'en effet, il est écrit du coup par une figure qui est assez emblématique par rapport à Doctor Who, puisque Steven Moffat a showrunné notamment voilà des saisons précédentes et tout ça. C'est quand même un scénariste qui est assez... qui est très connu. Donc... je le mettais là-dedans parce que c'était pas vraiment un bottle épisode, dans le sens où je pense qu'il y a eu des moyens mis dans cet épisode, et puis on voit un petit peu autre chose aussi. Donc Boom, qu'un épisode, pour le décrire sur ceux qui ne l'auraient pas encore regardé, qu'un épisode où en gros, basiquement, le docteur marche sur une mine et donc ne peut plus bouger de cette mine, et donc sur un théâtre de guerre, et donc va devoir pendant tout l'épisode gérer les aléas dangereux qui vont se passer autour de lui pour ne pas que cette mine explose. Et on va se centrer, comme tu l'as dit, principalement sur cette situation, mais on va voir un tout petit peu du camp des militaires qui provoquent cet affrontement de guerre. Mais effectivement, il est un petit peu particulier. J'ai presque l'impression aussi que pour eux, c'était une manière de tester des technologies, parce que il me semble qu'il a été filmé dans ce dôme d'écran LED que l'on peut voir dans beaucoup de séries maintenant, qu'on a pu voir chez Disney+, notamment chez les séries Star Wars, mais aussi 1899, qui était la série des créateurs de Dark. Donc il y a peut-être eu aussi cette envie, je sais pas, en tout cas de recréer un environnement tout à fait fantastique, extraordinaire, de SF, technologiquement aussi pour les acteurs et les actrices, quoi. En fait, c'est rigolo que tu parles de bottle épisode, parce que c'était censé être un bottle épisode. Ah. Et comme ils ont voulu utiliser cette technologie, alors c'est pas exactement le volume, enfin, Ouais. parce que le volume, t'as vraiment ce côté sphérique, alors que là, c'est plus un écran incurvé, mais en fait, il fait pas une sphère, le leur. Okay. Mais c'est une technologie assez proche. Et en fait, ils se sont saucés à utiliser ça, donc l'épisode a coûté aussi cher que le reste. Mais à l'origine, c'était censé être un bottle épisode. Mais moi, je trouve ça génial qu'ils aient utilisé ça, parce que dès qu'on a vu ça dans le Mandalorian, immédiatement, nous, on s'est dit, putain, mais il faut ça pour Doctor Who, t'imagines ce que tu peux faire en planète et tout ça. Et c'est super réussi. Personnellement, c'est ce que je préfère dans cet épisode. C'est l'épisode qui m'a le moins plu de la saison, mais esthétiquement, j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère qu'ils vont réutiliser cette technologie. Je pense que c'est en plus vraiment plus agréable pour les acteurs et les actrices. Enfin, je sais qu'on se souvient de beaucoup d'acteurs et d'actrices qui s'étaient montés très frustrés par le passé dans diverses productions d'écran vert qui étaient omniprésents, grosses franchises, notamment je me souviens du tournage du Hobbit par exemple, où Ian McKellen avait été absolument dégoûté de ce tournage à cause il y avait rien en fait, rien n'existait en face de lui, quoi. Donc c'était hyper compliqué. Et là, c'est vrai que le volume où ces technologies qui ressemblent permettent aux acteurs de vivre ce qu'ils sont en train de vivre en tant que personnage, et en plus en termes de photos et de lumière, c'est aussi vachement plus crédible, puisque du coup les écrans reflètent sur les personnages, les textures, etc., quoi. Ce qui est intéressant sur Doctor Who, c'est que t'as vraiment ce côté les fonds verts, il y en a. Il y en a surtout eu sur la saison 13, vu qu'elle a été tournée en bulle sanitaire pendant le Covid, donc forcément ils pouvaient pas trop tourner dehors. Mais de manière générale, Doctor Who prend à cœur de tourner un maximum en décor réel. Et ce qui fait que même pendant les années 60, 70, 80, ça tournait beaucoup dans des petites rues à la con et dans des carrières et dans des couloirs d'un studio à côté, quoi. Mais de manière générale, Doctor Who a toujours aimé beaucoup les décors réels, ou alors des décors recréés en studio, mais des décors en dur. Et justement, quand tu regardes les bonus de cette saison, c'est ultra intéressant de voir ce qu'ils ont recréé, de voir les endroits où ils ont pu aller, parce que t'as vraiment une volonté. Par exemple, t'as l'épisode que t'as classé en futur.
c'est dans une ville ultra futuriste et tout ça. Ils sont juste allés tourner à Bristol, je crois, un truc comme ça. Et ils ont rajouté, avec des effets spéciaux derrière, ils ont agrandi pour en faire des immeubles immenses, alors que c'est un campus, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, je trouve ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans Doctor Who. C'est ce côté un peu de bric et de broc, on va essayer de faire un maximum. Pareil, les monstres, la plupart, ils ont des couches d'effets numériques qui sont rajoutés, mais presque tous ont une marionnette physique. Pas tous, mais presque tous ont une marionnette physique, ou alors un mec dans un costume, ou un masque en latex. Et ça fait partie de l'héritage de Doctor Who, parce que dans les années 60, forcément, Doctor Who, ils étaient obligés de tout faire manuellement. Et oui. Et donc je trouve ça chouette que ce soit toujours entretenu, ça fait partie de l'âme de Doctor Who, et c'est pour ça aussi que il y a des gens qui vont trouver ça complètement ridicule, mais nous c'est ce qui nous plaît en fait, ce côté manuel un peu. Oui, il y a un vrai amour des effets spéciaux depuis le début de la série, et l'évolution de ça n'est pas dans le tout numérique, et ça fait plaisir aussi effectivement de voir une série qui est tangible dans ses décors et qui n'est pas absolument 3D, même si grâce au budget Disney+, on imagine, et en tout cas pour rentrer aussi dans une nouvelle ère, cette saison 1 est aussi assez spectaculaire dans ses effets numériques, que ça soit dans les bébés de l'espace avec le vaisseau spatial, il y a des plans qui sont, comme on appelle des money shots, quoi, des plans qui font plaisir à l'œil et qui sont agréables. Une petite rumeur aussi, j'en profite, qu'on parle des épisodes et puis un peu de la manière dont ils sont classés et tout ça. J'ai vu qu'il y avait une petite rumeur de fans qui évoque le fait que l'ordre des épisodes aurait pu être différent. Ouais, c'est sûr. Notamment l'accord du diable qui viendrait peut-être un peu tôt dans l'ordre des épisodes. L'accord du diable qui est donc l'épisode 3 chez nous, et qui a été diffusé côte-côte, j'ai envie de dire, avec les bébés de l'espace sur Disney+, où on vraiment pouvait se dire, d'ailleurs c'était un petit peu étonnant quelque part, mais qui permettait de voir deux facettes justement très distinctes de Doctor Who, une facette plus classique avec les bébés de l'espace, et puis une facette plus avec un antagoniste fort, qui est aussi un peu la marque de fabrique de Doctor Who. Est-ce que cette rumeur, t'as pu la creuser un peu? Est-ce que tu crois que c'est vrai? Oh, je suis sûre que c'est vrai. J'en suis persuadée. Ouais. Parce que l'accord du diable n'a rien à faire là dans cette saison. C'est clairement un épisode qui est censé arriver plus loin, parce que c'est un épisode avec des enjeux de fou. C'est sûr qu'il a été mis là juste pour les nouvelles audiences, pour leur dire regardez tout ce que Doctor Who ça peut être, c'est pas juste des petits trucs sur des vaisseaux, ça peut aussi être des trucs de fou. Du coup, ça arrive beaucoup trop tôt. Il y a des trucs incohérents où ça nous dit que ça fait 6 mois qu'ils voyagent ensemble alors qu'on n'a eu que 2 épisodes, et ça paraît bizarre parce que leur relation n'a pas eu le temps de se développer à ce moment-là. Il y a plein de petits points qui ne collent absolument pas. Et par contre, si tu mets... Il y avait un fan qui avait testé de revoir la saison en regardant l'épisode 7 qui s'appelle Rogue en 3e position, et regarder l'accord du diable en 7e position, donc juste avant le final. Et ça a résolvé quasiment tous les problèmes de cohérence qu'il y a avec le fait que l'accord du diable soit placé là. Alors on sait qu'au moment de la production elle-même, l'accord du diable était déjà le 3e épisode, parce que il l'appelait épisode 2 pendant la production, parce que pour les Anglais c'est l'épisode 2. Mais donc on sait que à ce moment-là, c'était déjà changé. Mais il y a tellement de problèmes et tellement de trucs qui sont résolus si tu le mets plus loin, que je suis persuadée qu'au moment de l'écriture, c'était pensé pour être mis plus loin et que ça a juste été réavancé parce que c'était plus aguicheur pour le nouveau public. Mais c'est vrai que j'aurais préféré... Enfin, ça fait un bien meilleur tremplin pour la fin de saison que pour le début de saison. Voilà, vous qui nous écoutez, si vous avez déjà regardé la saison 1, peut-être faites le test. Et si c'est pas le cas, peut-être que vous pourrez la regarder une première fois comme ça, vous nous direz effectivement, n'hésitez pas si vous faites l'expérience de nous dire si ça vous paraît une meilleure combinaison, mais en tout cas, oui, je trouvais que c'était assez amusant, et effectivement, je suis assez d'accord. C'est presque sacrifié, on va y revenir juste après, mais le personnage de Maestro, je trouve qu'il finalement ne s'oublie pas vite parce que il est assez emblématique de cette saison 1, je trouve, mais il y a beaucoup d'épisodes qui passent après, et le final du coup nous embarque sur un autre antagoniste, et c'est vrai que du coup c'est presque dommage de pas avoir fait un petit peu monter la sauce autour de ce personnage de Maestro qui est encore une fois très marquant, quoi.
Comme je l'ai dit, on va pas revenir en détail sur chaque épisode. Pour ça, du coup, je vous invite bien sûr à regarder les vidéos à chaud de la chaîne Pepperpot Team, évidemment, puisque c'est le travail que vous faites, que vous avez fait lors de cette saison 1 à chaque fin d'épisode. Et je vous invite aussi à écouter le podcast des copains et copines du Coin Pop, qui eux ont fait ce travail de faire épisode par épisode sur un podcast qui dure à peu près 2 heures. Puis on a fait un bilan, nous aussi. Donc là, on revient en détail sur chaque épisode. C'est un long bilan. Oui, un bilan qu'on a hâte de regarder. En effet, il sera probablement sorti au moment où ce podcast sera diffusé, mais en tout cas, je sais que j'avais été très fan à chaque fois des HO que vous pouviez sortir à la fin de chaque épisode. Moi, je suis vraiment la personne qui a besoin de parler de l'épisode qui vient de regarder, surtout quand c'est un épisode qui vient d'une semaine sur l'autre, sur lequel tu as des théories, ou en tout cas sur lequel il y a vraiment matière à discuter. Et là, j'étais un petit peu frustré parce que dans mon entourage, là, du coup, j'ai pas grand monde qui regarde Doctor Who, donc à chaque fois, j'attendais vraiment patiemment d'ailleurs, il y a même des épisodes, j'ai pas toujours pu suivre d'une semaine sur l'autre exactement, et je savais d'avance que il y avait l'épisode et il y avait votre HO derrière, donc il y avait comme ça une espèce de combo avec le bonus derrière, donc c'était très cool. Et donc j'invite vraiment nos auditeuristes à aller checker ça, parce que c'est un bon complément, voilà, je trouve, pour digérer l'épisode avec des gens qui arrivent à regarder les petits détails et à donner un avis qui est, je trouve, souvent en plus moi je me rallie souvent à votre avis, donc merci. Donc c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Mais il y a plein de gens en fait qui nous ont dit que c'était devenu leur petit rituel. Par exemple, ils regardaient en rentrant du boulot samedi soir, ils regardaient l'épisode, puis comme ça ils regardaient la show derrière. Ça me faisait super plaisir. Donc bon, tant mieux, c'est cool. Donc voilà, on va pas revenir sur chaque épisode, il y a des gens qui l'ont fait par ailleurs, mais de manière plus générale et avec un petit peu de recul maintenant, qu'est-ce que t'as pensé de cette saison? Si t'as un peu comme ça un sentiment général de cette saison, est-ce que pour toi c'est plutôt un sentiment positif? Est-ce que c'est un sentiment un peu de déception? C'est quoi qui domine? C'est quand même un sentiment plutôt positif, parce que j'ai adoré la diversité de cette saison, parce que Ncuti Gatwa est un acteur extraordinaire, Millie Gibson aussi, parce que bon, j'ai regardé Sex Education, donc je savais que Ncuti Gatwa était extraordinaire, mais par contre Millie Gibson, c'était vraiment la grosse découverte. Et par contre, je trouve qu'il y a un manque de cohérence globale. Je trouve que le fait que la saison soit courte, avec des épisodes tous très courts, on a très peu de développement entre le docteur et sa compagne, ce que je trouve dommage. Et voilà, tu vois, c'est un peu en demi-teinte, c'est quand même globalement positif parce que c'est des chouettes épisodes, j'ai passé des bons moments chaque semaine, mais l'ensemble saison me semble faiblard et me semble manquer de liant. Ok. Ouais, moi de mon côté c'est assez proche, ce que je disais, je suis assez d'accord avec vous en général sur le ressenti que vous avez des épisodes. J'ai particulièrement apprécié Ncuti Gatwa, effectivement, dans le rôle du docteur. C'est toujours de toute façon l'enjeu numéro 1 parce que le docteur change. Pour ceux qui auront peut-être à l'issue de cette saison 1 envie de regarder ce qui s'est fait par le passé, vous vous rendrez très vite compte que le rôle du docteur est confié à différentes personnes, a été confié à des hommes et des femmes par le passé, et c'est toujours un enjeu de savoir comment on va ressentir ce docteur, et donc Gatwa rentre vraiment de manière assez formidable dans le rôle. Et je trouve que d'une part il a le truc peut-être qu'on attend d'un docteur, qui est ce côté un peu, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est joueur / un peu connard. C'est-à-dire ce rôle finalement... Ah oui, mais c'est un connard le docteur. C'est ça, c'est que c'est un extraterrestre. En fait, on oublie un peu souvent que c'est un extraterrestre et qui en plus a vécu des dizaines et des milliers, même peut-être des millions d'années. Il a ces petites répliques de temps en temps, notamment je me souviens dans Les Bébés de l'espace, où il s'amuse à faire peur aux bébés de l'espace avec le monstre de l'épisode, et ça le fait marrer en fait, quoi. Et vraiment, il a aucune once de regret de ça, parce que c'est pas très grave non plus, mais et c'est vrai qu'il a ce côté très dynamique, très enjoué, très joueur des situations que le docteur possède, mais qui lui va très bien, hein, puisqu'il a vraiment un visage qui est très souriant. Il voilà, il t'emmène. Il a vraiment cette fougue. Et peut-être ce qu'il apporte, alors on le verra, c'est que la saison 1 et on verra ce qu'il apporte dans les prochaines saisons, mais ce qu'il apporte aussi, c'est cette sensibilité. Je pense qu'on peut clairement évoquer un docteur qui est assez
libre de ses émotions, en tout cas qui les exprime facilement. On voit souvent le docteur verser des larmes dans cette saison, à diverses occasions. Je me dis à chaque fois que il faut vraiment qu'il caste les bons acteurs parce que ça doit être dur de pleurer sur commande, et Gatwa le fait très bien. Il y a plein de moments où effectivement il y a peut-être des petits effets où il l'aide peut-être par ailleurs, mais en tout cas Ah non, c'est vraiment lui. Ouais, c'est ça. Il nous amène vraiment beaucoup d'émotions. C'est vraiment lui. Enfin, il délivre beaucoup d'émotions sur les situations. On voit vraiment un docteur qui est en prise avec tout ça. Après, moi, je trouve que c'est quelque chose, en tout cas, personnellement, qui ne m'a pas été communiqué en tant que spectateur. J'ai eu du mal à ressentir des émotions. Je dois dire que globalement, dans tous ces passages comme ça où il pouvait y avoir de l'empathie pour ce que vivait le docteur, à travers ces situations, ces rencontres, ces séparations, il y a vraiment la fin avec cette première séparation avec Ruby à la toute fin qui retrouve une partie de sa famille et où on a vraiment une scène d'adieu quelque part, ou en tout cas de revoir un peu, qui là par contre m'a bien touché. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe dans cette scène avec la musique, avec le jeu des deux acteurs, avec les dialogues qui marchent très très bien. Mais je dirais que par ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire effectivement un personnage qui est plus sensible, même s'il se barricade aussi quand même, mais plus sensible, mais que ça n'a pas forcément fonctionné d'un point de vue peut-être dramaturgique sur moi en tant que spectateur, quoi. Le truc, c'est que ce côté sensible a beaucoup été apporté par Ncuti Gatwa et était pas vraiment dans les scénars, en fait. Enfin, ça y était, en partie, mais c'est lui qui l'a beaucoup ajouté parce qu'il voulait que son docteur soit comme ça. Peut-être qu'en ayant ça en tête, en ayant son jeu en tête, plus particulièrement sur les saisons suivantes, les scénaristes le mettront plus en avant aussi au niveau de l'écriture. Moi, tu vois, je pense que j'ai adoré ce côté sensible, mais je trouve que le petit souci avec ça, c'est que comme on a que ce que je disais tout à l'heure, ça manque d'épisodes un peu simples. Comme on a plein d'épisodes avec une portée dramatique énorme, bah, il est très souvent face à ses sentiments bouleversé, et donc il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'on l'entendait qu'on le voyait souvent pleurer et tout ça. Moi, ça me dérange pas de le voir souvent pleurer en soi, parce que c'est pas forcément les mêmes pleurs. Déjà, t'as différentes intensités de pleurs, mais le truc, c'est qu'en fait, pour moi, le souci, c'est pas les pleurs, c'est le fait que à quasi tous les épisodes, il se retrouve face à une menace de ouf. Il a pas vraiment le temps de se poser, enfin d'avoir juste une menace normale, quoi. Et pour moi, c'est plus ça le souci, parce que si t'avais justement ces épisodes où le docteur est moins dans l'émotion parce que la situation n'appelle pas à être dans l'émotion, bah ça aurait paru plus logique, en fait. Ça aurait coulé plus de sources. Mais je reviens un peu sur ce que tu disais sur le côté connard joueur et tout ça. Le docteur, il y a un truc que je trouve génial avec ce personnage, c'est que c'est un alien qui a des milliers d'années, et qui reste quand même avec une humanité forte, et qui va avoir des côtés où il va devoir être super sérieux parce que il doit prendre des décisions, c'est important, c'est lui qui doit prendre les décisions. Ces décisions, elles peuvent avoir des répercussions catastrophiques, on le voit à la fin de la saison. Mais à côté, bah ça reste un grand enfant qui est passionné par le voyage. Lui, à la base, s'il fait ça, c'est juste parce qu'il veut voyager, parce qu'il veut voir l'univers. Et du coup, il a ce côté à la fois super sérieux, rigoureux, et ce côté à vraiment vouloir s'éclater. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment autant le docteur. C'est un personnage qui est pas juste bon. C'est un personnage qui est une palette d'émotions. C'est pas un personnage qui est mauvais, mais parfois il doit prendre des mauvaises décisions. C'est un personnage qui est dans l'empathie, c'est un personnage qui est dans le partage, mais qui reste toujours un peu au-dessus, en fait, parce qu'il a ce côté d'alien millénaire, où forcément il a pas la même vision de l'univers qu'une fille de 18 ans comme sa compagne Ruby. Et c'est pour ça que ça en fait un personnage super fort, et c'est vrai que d'avoir c'est ce qui est chouette dans le fait d'avoir plein d'incarnations différentes, c'est que un personnage comme ça, tu peux le jouer de plein de manières. Et Ncuti Gatwa l'a joué d'une manière qui est vraiment unique, qu'on n'avait jamais vue, et qui est rafraîchissante. Mon petit bémol, c'est le fait que pendant 2 épisodes, il est pas beaucoup là cette saison, alors qu'il y a que 9 épisodes, donc ça passe vite, mais parce qu'il était encore sur le tournage de Sex Education. Donc je me dis, c'est un problème sans trop l'être, parce que on a encore d'autres saisons avec lui. Saison 2, normalement, on ne devrait pas avoir d'épisode où il est moins là. On sait jamais, il y en a peut-être un, tu vois, mais bon. Je pense que ce petit souci-là sera résolu dans la prochaine saison. Ouais.
On imagine effectivement. Tu l'as cité, donc Millie Gibson aussi, voilà, que j'ai trouvé aussi très très bien, qui a un super développement. Bon, quelque part la saison tourne beaucoup aussi autour d'elle, même si ça le fait par petites touches jusqu'au final. J'ai pas été particulièrement, je l'avoue, emballé par le dénouement, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, encore une fois, pour préciser un tout petit peu, mais on sait le personnage de Ruby Sunday depuis l'épisode de Noël et depuis sa rencontre, on sait qu'il se passe quelque chose autour d'elle. Le docteur, d'ailleurs, très vite, je crois que c'est à l'issue des bébés de l'espace, très vite soupçonne qu'il y a quelque chose autour d'elle, puisqu'il lance même une analyse et tout ça. Elle n'a pas de parents, en tout cas, on peut pas retrouver de traces dans l'histoire de sa famille, etc. Donc, effectivement, on monte tout un tas de théories, d'hypothèses autour d'elle, des choses qui d'ailleurs sont même au-delà du rationnel, avec cette chute de neige qui va apparaître parfois à des moments un petit peu émotionnels que peut vivre le personnage. Donc il y a vraiment un aspect quelque chose d'effectivement un petit peu incroyable, avec une conclusion autour donc de la mère de Ruby Sunday qui c'est marrant parce que ça m'a rappelé un peu un truc hyper polémique aussi. Je ramène beaucoup les choses à Star Wars parce que c'est un univers que j'aime bien et voilà, mais ça m'a fait pas mal penser à ce que Rian Johnson avait essayé de faire avec l'épisode 8 et tout ce discours sur le fait de dire que il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel pour faire des choses exceptionnelles, et c'est pas parce qu'on descend d'une lignée de gens incroyables que on peut pas faire des choses nous-mêmes. Et j'aime bien ce discours, en vrai j'aime bien ce discours, et je trouve que c'est intéressant qu'il ait été aussi travaillé dans cette saison 1 de Doctor Who. C'est juste que il est quand même décevant dans sa résolution parce que ils en ont fait trop quand même. Il y a eu trop de choses d'un point de vue de réalisation, de caractérisation, de mystère autour de ce personnage pour pas qu'il y ait un tout petit peu de plus par rapport à ça. Alors, je l'ai dit, tout n'est pas résolu à l'issue de cette saison 1, la toute fin de la saison ouvre la porte à la suite, et on peut forcément imaginer que le personnage de Ruby Sunday sera toujours là la saison prochaine, donc il y aura un dénouement encore supplémentaire, on va dire, par rapport à tout ça. Mais je dois dire que j'ai trouvé encore une fois que ce truc-là était un petit peu sacrifié, et je te le disais en off d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'ai peut-être pas tout à fait comprises dans la mécanique autour du mystère qu'il y a avec Ruby Sunday et l'antagoniste final qui se révèle dans les deux derniers épisodes, puisque on nous présente comme quelque chose qui est assez enchevêtré, au moins dans sa résolution, alors que de mon point de vue, j'ai pas vraiment vu le rapport entre les deux quoi. Donc je dirais que globalement sur cette saison 1, comme toi, j'ai beaucoup aimé la diversité des épisodes, j'ai beaucoup aimé, je trouve que l'alchimie entre les deux personnages, entre Gatwa et Gibson, fonctionne bien. Je trouve que le personnage de Ruby Sunday, il évolue bien aussi, et vraiment il y a rien à dire là-dessus. Ça a été quand même un bonbon cette saison, un rendez-vous que j'ai apprécié d'avoir toutes les semaines. Mais effectivement, je trouve que voilà, ils ont un peu péché en voulant trop en faire et en voulant trop lier les choses, alors que dans ma compréhension, celle que j'ai aujourd'hui, je trouvais qu'elle était pas forcément nécessaire, quoi. Ouais, complètement. Ils ont vraiment voulu trop en faire et ont laissé dominer la mystery box, sans lui donner juste on fait une mystery box sans forcément qu'il y ait des résolutions. Tu sais que c'est vraiment inspiré de Star Wars 8. Il a eu l'idée par rapport à Star Wars 8, en fait. Tout s'explique. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup. Mais c'est parce qu'il aimait beaucoup la façon dont c'était amené dans Star Wars 8. Il trouvait que c'était intéressant. Mais de manière générale, il a toujours aimé, Russell T Davies, ce genre d'histoire qui ramène l'humanité au fait que, le fait que même un tout petit humain peut être quelque chose de grandiose. C'est quelque chose qu'il a beaucoup exploré. Et donc, c'était pas très surprenant qu'il revienne à ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ça en a tellement fait des caisses sur le côté. En fait, c'est un truc qui m'énerve un peu dans cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. Tu vois, c'est pas juste des fausses pistes. C'est vraiment quand on te dit des trucs faux ou qu'on enlève de l'image des choses qui sont censées y être. Ça m'a vraiment dérangé. Ou dans la résolution, il y avait tel truc dans cette image-là. Tu vas regarder dans l'épisode, dans le premier épisode, ça n'y est pas. C'était volontairement occulté. Tu ne pouvais pas trouver la solution, alors qu'une mystery box,
c'est complexe, mais pour que ce soit une bonne mystery box, faut quand même que potentiellement tu pouvais trouver la solution en fait. Et là c'était impossible vu que on nous a menti sur certains trucs, qu'on nous a mis des trucs faux et que on nous a omis des choses importantes. Donc ça c'était quand même un souci je trouve pour moi dans la résolution. Après je trouve que ça ternit surtout le final. Bon et puis le fil rouge un petit peu quand même mais beaucoup. Mais par contre tu vois ça n'entache pas le plaisir trouvé devant les épisodes indépendamment, tu vois par exemple. Donc c'est pour ça que ça reste une saison que j'arrive quand même à apprécier, même si je trouve que la résolution du fil rouge est tombe à l'eau, quoi. En fait, ça me fait penser, comme tu le dis là aussi, à un côté un peu, c'est la saison de Doctor Who aussi faite pour l'âge des contenus sur Internet quelque part, tu vois. On va distiller des indices, de la matière à théorie, et pour que aussi derrière on sache que la fanbase et les gens qui créent du contenu sur Internet puissent s'en emparer et faire du contenu et faire vivre aussi la série comme ça. Et c'est très bien et c'est ce que vous faites un peu et moi j'en consomme beaucoup aussi et c'est chouette. Mais c'est vrai que de là à en effet lâcher un peu des petites choses comme ça qui n'auront jamais de suite ou quoi, je pense notamment aussi, on va parler beaucoup, comme on l'a dit, le personnage du docteur, il est un personnage qui est très vieux, il a eu beaucoup d'incarnations, et notamment il s'avère que il a eu, en tout cas, il a une petite fille qui s'appelle Suzanne, et c'est des choses qui sont un peu droppées dans cette saison, qui semble avoir éventuellement un... Oh, t'inquiète. Oui, alors peut-être que ça va arriver, mais... T'inquiète, ça va revenir. Mais en tout cas, quand tu connais pas trop le truc et tout, tu vois, que ça soit dans justement l'accord du diable où on en parle un petit peu, et puis sur la fin où il peut y avoir vraiment un espèce justement émotionnel de putain ça se trouve c'est ça et tout, c'est cette personne et tout, et au final pas du tout. Encore une fois, voilà, on sent que c'est une espèce de matière comme ça à théorie qui derrière fait un peu pchit quoi. Mais bon, c'est un petit peu le jeu, on peut pas lui reprocher aussi de vouloir faire en sorte que Doctor Who s'inscrive aussi dans cet écosystème de gens qui vont parler de la série, quoi. Ouais, alors moi mon seul problème c'est qu'il l'assume et qu'il le dit, et ça pose beaucoup plus un problème quand le créateur te dit directement face caméra qu'il a fait des trucs juste pour alimenter les théories, parce que pour faire du contenu autour et pour faire parler de la série. J'avoue que quand il l'a dit, ça m'a un peu peiné. Je sais qu'il y a un gros youtubeur australien, si je ne m'abuse, qui a carrément décidé d'arrêter de faire des vidéos, pour l'instant en tout cas, parce qu'il a été dégoûté, il a dit « je suis pas une vache à lait, je déteste être traité de cette manière-là, je trouve pas ça respectueux ». En fait, le truc c'est qu'on en est conscient, mais quand le créateur te dit qu'il l'a fait dans ce but-là, ça peine en fait. Tu dis « bah ouais, mais t'es pas censé faire les trucs pour ça ». Que les producteurs et tout ça, et que t'en parles avec les producteurs, machin, voilà. Mais va pas l'assumer, quoi. Enfin, va pas dire clairement, je l'ai fait pour ça. Et c'est vrai que le fait qu'il ait dit ça a aussi, je pense, entretenu le fait que beaucoup de fans aient été un peu aigris sur ce final en disant « Ah ouais, donc c'était vraiment juste pour se foutre de notre gueule, quoi. » Donc ça, tu vois, ça manipule... Enfin, c'est encore ce côté mensonge que j'ai vraiment pas aimé sur la saison. Ça fait partie des trucs qui m'ont vraiment agacé. Mais ouais, ça me peine, en fait, de voir les choses... Enfin, je sais que c'est normal de voir les choses de cette manière quand on est à cette échelle-là, mais ça me peine de l'assumer autant, en fait. Parce qu'à côté, il adore... Enfin, en fait, le truc, c'est que ça ternit le fait que il adore Doctor Who de toute son âme, et que c'est lui qui a déjà fait revenir Doctor Who en 2005. Là, il l'a repris, il s'est passionné pour le truc, et il aime cette série d'amour. Et il adore bosser dessus, et je trouve que ça rend pas honneur à son travail d'aller dire ce genre de choses, en fait. Ouais, la frontière avec le cynisme est assez faible, quoi, on va dire, quelque part. Bah, il est très cynique, mais le truc, c'est qu'en fait, il a eu beaucoup d'années de merde. C'est sa vie personnelle à jouer là-dessus. Il a enchaîné beaucoup de merde, entre autres le fait d'avoir presque fini en burn-out à cause de son premier passage en tant que showrunner sur Doctor Who. Il y a eu aussi d'autres trucs avec sa vie perso, parce qu'il a perdu son mari, enfin... Ça a été des années très difficiles pour lui. Il a développé un certain cynisme aussi, je pense, envers le public, vis-à-vis de comment le public l'a traité à l'époque, en fait, parce que tout le monde l'avait traité comme une merde. C'est tout le monde disait parce que bah justement c'est un mec gay, alors du coup quand il arrivait en 2005 t'avais des gros titres sur le fait qu'il allait ramener de la perversion dans Doctor Who, machin, enfin il s'est pris vraiment des sauts de merde dans la gueule, et là il savait que ça allait recommencer et ça n'a pas loupé. Enfin forcément quand t'es en charge d'un truc comme ça tu t'en prends forcément plein la gueule, et je pense que du coup ça a développé un certain cynisme chez lui qui peut parfois être très drôle parce que justement il va aller rembarrer des gens, parce qu'il va aller poster des tacles, donc c'est marrant. Mais à côté, il y a des trucs où tu sens que il a perdu un peu de son innocence, en fait, là-dedans, et que du coup, bah, aujourd'hui, il est beaucoup plus cynique, et je trouve ça dommage parce que
Parce que ça cache son côté créatif quand il en parle, alors qu'en réalité, ça reste un mec super créatif et qui aime ce qu'il fait, en fait. C'est alors pas quelque chose, heureusement, qui transparaît trop quand on regarde la série, on va dire, un peu de l'extérieur. Non, c'est plus les interviews. Cet écosystème-là autour de cette saison, mais effectivement, il faut savoir aussi, en effet, qu'aujourd'hui, et il en a joué, il y a toutes ces ficelles-là qui sont un peu rentrées dans la construction de cette saison et des différents twists avortés ou pas qu'on a pu avoir dans cette saison. J'avais envie de parler avec toi d'un truc en particulier, parce que je sais que les épisodes que tu préfères dans Doctor Who, c'est les épisodes historiques, mais que tu attendais aussi beaucoup de cette saison pour avoir des moments chantés. Parce qu'on avait, à l'annonce du casting, notamment Jonathan Groff, qui est très connu comme un acteur de Broadway notamment. Ces deux aspects, finalement, ont été réunis dans un épisode. La surprise générale quelque part, puisqu'ils sont réunis dans l'épisode 3, l'accord du diable, donc qui voit le docteur et Ruby se rendre à Londres en 63. Vous avez pas la vidéo, vous qui nous écoutez, mais Pauline est en train de se tenir la tête. Je sais pas sur quoi je l'embarque là, mais j'ai peur de sa réponse. Mais pourquoi tu me fais du mal comme ça? Moi, j'essaie d'être positive, de mettre les gens dans Doctor Who, et tu fais que relever les points qui me font chier. Ah, désolé. Je pensais pas que c'était à ce point, écoute. Ah non, vraiment, ça me fait beaucoup chier, ce point-là. D'accord, ok. Donc j'allais finir ma phrase en te demandant si effectivement c'était une déception ou pas de voir ces deux aspects un peu mélangés dans un épisode. Les deux aspects un peu ruinés, tu veux dire? Non, après, j'aime bien quand même la chanson dans l'accord du diable, même si je trouve qu'elle est moins bien insérée que la chanson qu'on a eue à Noël. Donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Disons que par contre le fait que Jonathan Groff ne chante pas, oui. Alors que Neil Patrick Harris qu'on a eu dans les spéciaux ne chante pas non plus, ça suffit à un moment. On avait Jinx Monsoon, elle chante 10 secondes quoi. Au moins elle a chanté quoi, mais bon voilà, c'est frustrant, c'est très frustrant. Mais surtout, ce qui m'a saoulée, c'est vraiment le côté épisode historique. Je ne décolère pas, je suis furieuse même. Parce que les épisodes historiques, c'est ce que je préfère dans Doctor Who, et que j'ai l'impression que les deux épisodes historiques qu'on a eus se sont foutus de ma gueule. Et pourtant, tu vois, j'ai passé un bon moment devant ces épisodes, en soi, mais les épisodes historiques que j'aime dans Doctor Who sont les épisodes qui t'apprennent des choses sur l'histoire. Par exemple, sur l'ère précédente, c'était vraiment ça le but des épisodes historiques, c'est tu rencontrais ou pas une figure importante de l'histoire, mais en tout cas, t'étais dans un contexte historique aussi, et t'apprenais des choses, soit sur une personne, soit sur un contexte, et pour autant, t'avais quand même l'histoire qui se déroulait, t'avais pas que ça. Là, le problème, c'est que l'histoire, on en a rien à foutre. C'est que t'as un épisode qui se passe pendant la Régence, non, c'est pas un épisode sur la Régence, c'est un épisode sur Bridgerton. Oui, l'histoire avec un grand H, quoi. Ça m'a un peu... Mais ouais, donc en soi, ça marche plutôt bien dans le cadre de l'épisode. En fait, tu vois, c'est ça. Les épisodes, ils marchent bien indépendamment, tu vois. Mais dès que je les raccroche au fait que c'est censé être des épisodes historiques, ça me fait mal. Parce que cet épisode sur la Régence, en réalité, c'est un épisode qui joue sur le côté fanfiction, qui joue sur le côté point de vue de fan, sur les cosplayers et compagnie. Enfin, c'est vraiment un épisode qui joue là-dessus, c'est thématique. Donc en soi, pourquoi pas avoir un épisode qui s'inspire de Bridgerton? Le seul truc, c'est que le seul autre épisode qui se passe dans le passé cette saison, c'est le 3e épisode, c'est l'accord du diable, qui est un épisode qu'on nous a vendu comme étant un épisode sur les Beatles. Et en fait, les Beatles, tu les vois dans 3 scènes. George et Ringo ne disent pas une phrase. Paul et John se ressemblent même pas vraiment dans la manière... Enfin, ne se ressemblent pas dans la manière d'être. Il y a plein d'anachronismes dans cet épisode, plein de soucis. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et le truc, c'est que moi, j'adore les Beatles. Alors quand on m'a dit un épisode historique sur les Beatles, j'imaginais déjà un truc de fou. Et en fait, les Beatles, ils sont spectateurs de leur propre épisode. C'est pas un épisode sur les Beatles, en fait. Et ça n'aurait pas dû être marketé en tant que tel, parce qu'il y a plein de gens, dont moi, qui ont été super déçus à ce niveau-là. Ça aurait dû juste être des caméos, en fait. Mais c'est vrai que, personnellement, en tant que fan d'épisodes historiques, cette saison m'a fait du mal. Mais le truc, c'est qu'en fait, je le craignais, parce que Russell T. Davies, on a déjà eu une ère avec lui, et que les épisodes historiques de la période Russell T. Davies, l'histoire, c'est pas leur point fort. Okay. Et du coup, je m'y attendais, tu vois. Mais là, c'était encore pire que ce à quoi je m'attendais, à quel point ça ne respectait pas l'histoire, en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent de l'histoire, mais comme moi, j'aime l'histoire, ça me fait de la peine. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça...
Écoute, c'est l'avantage de Doctor Who, c'est que vu que t'as plein d'ères différentes, plein de styles différents, bah, je sais très bien que les épisodes historiques, bon, bah, pendant cette ère-là, ça risque d'être de la merde de mon point de vue, que j'aurai pas ma dose d'historique que j'aime. Bah, c'est pas grave, peut-être que le prochain showrunner, ce sera un fou d'histoire qui sera super content de mettre plein de rêves, et dans ce cas-là, je serai très contente. Mais... Mais bon, écoute, va falloir que j'en fasse le deuil, c'est tout. Oui, effectivement, c'est un épisode qui est très dense, en plus, dans toutes les choses qu'il fait. Comme tu l'as dit, il y a une base historique, enfin, qui se voudrait, ou en tout cas qui avait été annoncée comme telle avec les Beatles. Et en fait, on a surtout un épisode qui est centré et qui marque l'apparition du personnage de Maestro. Moi, je trouve que c'est une des grandes réussites de cette saison. Alors, encore une fois, on le voit Maestro, que dans cet épisode, ce personnage, mais bon, peut-être peut-être qu'il réapparaîtra. Donc, personnage joué par Jinx Monsoon, hein, et doublé, d'ailleurs, je le dis, en VF par Emmanuel Delarba, parce que il fait un taf vraiment super pour donner corps à ce personnage, qui est vraiment, voilà, un personnage, si vous découvrez Doctor Who avec cette saison 1, c'est des personnages comme on ne les trouve que dans Doctor Who, c'est des méchants flamboyants, qui cabotinent, qui en font des caisses, mais en même temps qui sont très inquiétants aussi, qui ont de grands pouvoirs. Moi, je reste un grand fan de Doctor Who pour ça, pour cette association du Docteur et d'un antagoniste fort. Alors, peut-être que dans le futur, on reprendra connaissance avec un personnage qui est emblématique de ce type d'antagoniste qui est le maître, dont on parle un tout petit peu dans les épisodes des 60 ans. Enfin, on a un petit clin d'œil à ce sujet, et qui a été notamment joué d'ailleurs par le passé, aussi bien là aussi par des hommes comme par des femmes. Moi, je note particulièrement, mais parce que je suis un peu un fan de Doctor Who sur le tard, on va dire, mais Michel Gomez et Sacha Dhawan sur leur incarnation, on va dire, assez récente du maître, que j'ai trouvé vraiment incroyable. Mais t'inquiète, c'est les meilleurs. Hein, ok, donc, on est d'accord. Voilà, plus tu l'as dit, plus récemment, le Toymaker qui était joué par Neil Patrick Harris. Il y a vraiment cette galaxie de personnages incroyables. C'est encore une fois ces méchants qui sont flamboyants, et Jinx Monsoon incarne un nouveau type de ces antagonistes qui vraiment est marquant, et je pense encore une fois, voilà, que cette saison 1, elle est très réussie aussi pour avoir créé ce personnage et pour lui avoir donné vraiment une place qui était respectable dans un épisode. Et même si ça passe trop vite, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites scènes qui sont vraiment vraiment très sympas avec ce personnage. C'est clair. Ça fait un peu la transition d'ailleurs, parce que y a quand même une belle nouveauté dans cette saison, c'est l'aspect fantastique, voire fantasy. On pense aux gobelins et à la malchance dans l'église de Ruby Road, donc on l'a dit, Maestro dans l'accord du diable, le cercle des fées dans 73 Yards, ou l'apparition comme grand antagoniste de Sutekh, qui est donc voilà, nimbé d'une sorte de pouvoir magique, hein, quelque part. Qu'est-ce que t'as pensé de cet apport au concept plus SF habituel de la série ? Ouais, je trouve que c'est pas tant une nouveauté. Ouais, c'est ça. Peut-être que pour toi, c'est pas tant une nouveauté. Alors, je trouve que c'est une nouveauté dans le sens où c'est en filigrane toute la saison. Mais quand tu regardes dans toutes les saisons de Doctor Who, t'as toujours des épisodes qui sont plus ou moins fantastiques. C'est juste que c'est pas... là, en fait, ça prend sur sur toute l'histoire, en fait. C'est là où se situe la nouveauté. Mais Doctor Who a toujours eu un côté plus space fantasy que Hard SF. T'as des épisodes de Hard SF, évidemment, mais t'as pas que ça, en fait. Et par exemple, la première ère de Russell T Davies en 2005, t'avais énormément de fantasy et de fantastique dedans. T'avais des histoires de sorcières, t'avais des histoires de loups-garous. C'était déjà très marqué chez lui, en fait. C'est quelque chose... Je pense que pour lui, Doctor Who est plus une série de space fantasy qu'une série de SF, en fait. Et je pense que il a eu envie de se faire un kiff en faisant vraiment... Enfin, il y a un seul épisode qui, techniquement, est de la hard SF, qui est Boom, et tous les autres, t'as des petits ajouts. Mais rien qu'avec... C'est vrai que d'avoir ces ajouts de gobelins, de cercles de fées, tout ça, j'admets que ça m'a beaucoup plu. Moi, j'adore la space fantasy. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple... Dans les trucs que j'aime le moins dans Doctor Who, il y a les épisodes hard SF que je trouve généralement un peu chiants, en fait. Parce que je trouve que Doctor Who se nimbe bien de mystère
et de côté un peu plus fantastique que t'as pas forcément besoin d'expliquer systématiquement. Ça colle bien à l'ADN de Doctor Who. Ou même le docteur va te donner une explication, mais bullshit. Ça, c'est une spécialité de Doctor Who. Il se passe un truc extraordinaire et on va te donner l'explication la plus bullshit du monde, mais avec un sérieux incroyable. Il va faire, ah bah oui, c'est logique. Je me souviens qu'il y a un épisode où je m'étais fait engueuler dans les HO parce que je disais l'explication elle est super bullshit. C'était sur Tsuranga Conundrum, qui est un épisode de la saison 11. Ils disaient ouais non mais Doctor Who et ses explications bullshit dès qu'on essaie d'expliquer un truc de science-fiction et tout ça, et des gens qui avaient mis en commentaire non mais par contre ça se passe vraiment comme ça en physique, c'est la vraie explication. Comme quoi. Donc comme quoi tu vois, parfois je sais même pas faire la différence. Donc c'est que Doctor Who le fait pas si mal. Mais ouais non, j'ai trouvé que c'était sympa. Après, je trouve que c'est bien sur une saison. Je pense pas que la série ait besoin d'avoir constamment cet aspect fantastique qui la suit, quoi. Ce que j'aime bien, c'est quand la série change. Parce que c'est une série qui peut tout faire, en fait, Doctor Who. Donc j'aime bien quand t'as des évolutions, que tu restes pas bloqué sur un seul style. Après, je dis ça, mais en même temps, quand tu regardes les épisodes de cette saison, t'en as pas un seul qui est du même genre. Donc t'as beau avoir ce côté fantastique en plus, t'en as pas un seul qui présente la chose de la même manière, quoi. En tout cas, on nous l'avait vendu un peu au début, à l'issue des spéciaux, comme un nouveau pan de l'univers qui rentrait quelque part un petit peu en collision avec l'univers de Doctor Who, à travers justement le personnage de Neil Patrick Harris du Toymaker. Et je trouve quand même que on l'a bien ressenti sur cette saison. Il y a quand même plus souvent ce côté un peu merveilleux, comme tu dis, un peu, en effet, un peu ta gueule c'est magique de temps en temps, mais jusqu'à... Oh bah ça c'est Doctor Who. Ouais, il y a aussi, voilà, Doctor Who c'est pas voilà, ta gueule c'est ça. magique, c'est ta gueule c'est scientifique, mais c'est presque un peu pareil dans le sens où c'est la science mais du docteur, quoi. Avec de toute façon de base ce tournevis sonique qui est une pièce de technologie mais qui peut faire à peu près tout et n'importe quoi. D'ailleurs on se demande bien... C'est une baguette magique. C'est une baguette magique, façon, ouais. On se demande bien où est passée la fonction écran tactile holographique de Tennant dans les spéciaux chez Gatois. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que du coup... Mais ça on n'en parle pas. Je sais pas ce qu'ils ont fumé quand ils ont créé le tournevis des 60 ans, mais ils ont fait nimp. Alors moi, ça me faisait rire, je trouvais ça fou, mais en même temps, ça n'a aucun sens. Le tournevis, il était capable de construire des murs, quoi. Enfin, à un moment... Toujours plus. Ça allait peut-être un peu trop... Ouais, voilà, c'est ça, c'est toujours plus au bout d'un moment. Tu sais que dans les classiques, à un moment, ils l'ont pété le tournevis pour cette raison. Parce qu'il servait trop, en fait, c'était trop facile de tout résoudre avec le tournevis. Donc en fait, t'as le tournevis qui crame à un moment, et il a plus le tournevis avant le téléfilm. Donc pendant 14 ans, je crois, il a pas de tournevis sonique parce que c'était trop facile, en fait. Mais voilà, je trouve que cet aspect, en effet, fantastique, voire même carrément fantasy, ça peut ouvrir des choses intéressantes qu'on n'a pas forcément beaucoup vues, en tout cas, moi, dont j'ai pas forcément beaucoup le souvenir. Donc que ça soit, en effet, des folklores de différents pays ou des légendes urbaines ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il peut y avoir, encore une fois, tu l'as dit, hein, le Docteur Who le fait déjà parce qu'il fait tout, mais on va voir si c'est en effet uniquement cette saison 1 qui était un petit peu teintée de ça, ou si ça sera quelque chose de récurrent sur l'ère, on va dire, Russell T Davies et Gatois. Peut-être l'épisode de Noël à venir sera aussi un indice, même si on a peut-être eu des infos déjà de son histoire, je sais pas. Pas tant. On a quelques infos, mais vraiment pas grand-chose. Mais je pense que ce côté fantastique va quand même rester au moins la saison prochaine, dans le sens où ce qui nous est teasé de la saison prochaine a l'air assez relié à tout ce côté fantastique. Oui. Donc on verra. C'est ça, c'est qu'on a quand même cet nouvel écosystème quelque part d'antagonistes avec le Panthéon, dont fait partie donc le Toymaker, dont fait partie Maestro, etc., qui clairement sont des êtres qui dépassent les barrières du réel dans tous les sens. Et c'est vrai que ça, c'était peut-être un des trucs les plus surprenants dans l'épisode donc avec Maestro, de voir ces notes de musique s'incarner et en faire un élément tangible qui pouvait manipuler des choses. Et ça, c'était assez surprenant, je trouve, quand même, de voir cette dimension-là dans un épisode de Doctor Who. Ouais, c'était très chouette, ça. Donc voilà, en tout cas, c'est un élément supplémentaire à rajouter aux
diverses possibilités que nous offre la série. On va se diriger tranquillement vers la fin. On a déjà discuté de beaucoup de choses, mais il y a quand même un sujet que j'avais envie d'aborder sur la fin de cet épisode. On dit souvent que les genres de l'imaginaire sont une manière de critiquer l'évolution de nos sociétés, voilà, que ce soit la SF ou même la fantasy. Doctor Who et Russell T Davies, en plus, ça a toujours été un écosystème très politique, mais j'ai l'impression, en tout cas, j'ai eu le sentiment sur cette saison 1 qu'il a voulu être très frontal, plus frontal peut-être, que d'habitude dans les sujets de société abordés et où certaines représentations, donc on a notamment de la représentation de personnes trans, de personnes en situation de handicap, on a la thématique du racisme, de l'immigration, la remise en question des privilèges blancs, la montée de l'extrême droite comme force politique. On a tout un tas de sujets qui sont pas du tout subtils, mais justement qui sont plutôt appréciables de voir dans une production qui reste une production qui est très très regardée au Royaume-Uni, qui a des ambitions aujourd'hui internationales avec Disney+. Est-ce que toi ça t'a surprise ce positionnement? Qu'est-ce que t'as pensé du fait que vraiment quasiment chaque épisode de Doctor Who mettait en avant une thématique qui était très forte et une thématique sociétale très forte et importante à être traitée? En fait, j'attendais que ça. Parce que Russell T Davies, quand tu regardes sa première ère, il a placé dans quasi tous ses épisodes ce genre de message. Et à côté de ça, il a fait quasiment toutes ses séries sont des séries politiques en fait. Enfin, sont des séries avec un fond politique fort. Et donc j'attendais que ça. Parce que qu'est-ce que ça a pu me saouler sur l'ère d'avant qui était nettement moins politique que la première ère RTD, d'aller dire ah ouais oh là là le wokisme, le politique partout, mais alors que c'était beaucoup plus marqué avant. Russell T Davies, il en a rien à faire de prendre des sabots, il te dit droit dans la gueule que le fascisme c'est de la saloperie, enfin il l'a toujours fait en fait. Et c'est vrai que j'attendais que ça, et le truc c'est que là comme il a écrit quasiment tous les épisodes, ça fait que je dirais qu'il y a que l'épisode Rogue où en fait t'as rien de vraiment marqué, parce que quand tu regardes, et qui du coup n'est pas écrit par Russell T Davies, mais quand tu regardes tous les autres, Space Babies, bah ça parle de l'avortement, ça parle du besoin de faire des bébés à tout prix et de capitalisme, mais on va quand même pas arrêter une machine à bébé. Enfin, en fait, quand tu regardes chaque épisode, tu vas avoir enfin presque tous, tu vas avoir une thématique en effet politique assez forte, mais moi, c'est ce que j'attends aussi, comme tu le dis, dans les genres de l'imaginaire, c'est aussi une manière de parler des sujets de société sans les aborder par notre prisme. Et je trouve que c'est ultra important, en 2024, d'avoir des sujets pareils, du fait de parler de la machine à bébé. Si tu mets pas en place le droit à l'avortement, qu'est-ce que tu donnes derrière? Tu laisses juste des enfants démunis livrés à eux-mêmes. De dire que la montée du fascisme, ça peut juste être un mec qui est plutôt beau gosse et t'as l'impression qu'il parle... Enfin, on la connaît quand même, cette histoire-là. Enfin, elle avait un certain retentissement quand même quand on regardait 73 Yards. C'est des sujets qui sont super importants. C'est bien que ça y soit. Il y a certains sujets où j'ai trouvé que, par exemple, pour ce qui est des personnes trans, je trouve que c'était génial d'avoir le personnage de Rose sur les 60 ans. J'ai trouvé génial d'avoir un maestro qui est non-binaire, ce qui paraissait naturel en fait, carrément. Mais par contre, tu vois, Rose qui revient à la fin, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que ce personnage sert maintenant un peu de token. J'ai l'impression que c'est pas un personnage qui est vraiment utilisé, tu vois, comme un personnage un peu, tu vois, là c'est vraiment juste on connaît Rose, alors vas-y on va la foutre là. Tu vois, c'est ce genre de personnage. Par exemple, on a Maurice aussi dans le final. J'aimerais que ce soit des personnages qui aient plus peut-être d'importance si on les revoit dans la saison 2, parce que là, ils servaient pas à grand chose, surtout Rose qui était vraiment juste là pour faire de la figuration. Donc voilà, c'est bien d'avoir de la représentation dans ton casting, mais faut aussi veiller à en faire des personnages intéressants pour eux, en fait, tu vois, un peu. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire. Si, complètement. Je pense que les personnes qui se reconnaîtront et qui se sentent représentées par des nouveaux types de personnages, et donc tu parlais de Rose notamment et tout ça, le disent eux-mêmes. En effet, il y a un système de token entre guillemets. Donc... C'est ça, j'ai pas envie de parler à leur place, tu vois, mais parce que je suis pas. C'est ça, c'est compliqué. On n'est pas les mieux placés en effet. C'est ça, je suis pas une personne trans
transgenre, je suis pas en situation de handicap, donc je suis mal placée pour en parler, tu vois. Justement, t'en parles, la remise en question des privilèges blancs. Voilà, j'ai pas envie d'être la meuf blanche qui va aller dire ah ouais, la représentation trans, elle est pas terrible. Ou alors elle est super, parce qu'en réalité, j'écoute plus justement les personnes trans, voir ce qu'elles ont pensé. Mais ouais, c'est compliqué comme sujet. C'est comme par exemple, tu vois, j'ai envie de dire j'aimerais bien que le Docteur de Gatois ait aussi des autoristes noirs qui écrivent pour son personnage, parce que par exemple Dot and Bubble, j'ai trouvé ça super, et je sais que la majorité des personnes noires dont j'ai vu les retours ont trouvé ça super, la façon dont c'était amené, mais il y a aussi des gens qui se disent mais c'est quand même problématique pour telle ou telle raison. Et je dis ça pourrait être intéressant justement d'avoir, parce que il y a quand même un petit souci, je trouve, à parler de tous ces sujets-là, et d'être que le scénariste de 7 épisodes sur 9 soit un mec blanc. Alors ok, il est gay, mais ça reste un mec blanc qui a la soixantaine. Ensuite, t'en as un autre, c'est un mec blanc hétéro, pareil, la soixantaine, et puis après, t'as deux meufs qui ont écrit Rogue, mais du coup, tu te retrouves juste avec un épisode qui a été écrit par des meufs, le reste, c'est que par des mecs, et surtout, tout a été écrit par des blancs. Alors, il nous a promis plus de diversité au niveau des scénaristes dans la prochaine saison, et aussi des réalisateurs, je crois. Enfin, on verra si c'est le cas, mais je trouve que ça serait intéressant, parce que pour parler de ce genre de message, tu vois, par exemple, dans l'ère précédente, je disais, t'as en soi moins d'épisodes qui sont vraiment politiques, mais par contre, t'avais une grosse diversité au niveau des réalisatrices et des scénaristes. J'étais allée calculer, je crois que t'as, au niveau des réalisatrices, je crois que c'est à peu près moite-moite entre femmes et hommes. Et j'aimerais que tu vois, que outre passer ces messages qui sont super importants en 2024, que ce soit aussi appliqué dans les équipes, parce que les équipes actuelles sont beaucoup moins diverses que dans l'ère précédente, et pour moi, c'est quand même un problème quand t'essayes de prôner la diversité dans ta série, quoi. Ouais, en coulisses, il reste du travail à faire. En tout cas, moi, j'ai plutôt... comme tu l'as dit, c'est en plus... Russell T. Davies, il a en effet de toute façon une longue histoire de séries avec des propos qui sont marqués et très politiques sur plein de valeurs. Et je trouve quand même que c'est... en tout cas, ne sachant pas en effet trop la tambouille interne de la création de ces épisodes et tout, et je pense qu'en effet les personnes concernées ont certainement plein de choses à redire et à trouver. De mon point de vue justement de mec blanc, j'ai trouvé très cool que ça soit aussi frontal, quoi. Je pense qu'on peut aussi on a pu aussi critiquer le manque de finesse des choses, mais en fait je pense que des fois c'est bien justement de pas être fin et d'être très frontal et très premier degré sur certaines thématiques, et je trouve que voilà, là sur cette saison là on a des choses en effet qui sont très compréhensibles, quoi. Vraiment, il faut être bête pour pas se rendre compte du message très humaniste et ou de la critique. Tu passes trop vite, parce que nous, les réactions qu'on a eues vers certains, non, parce que tu vois, par exemple, sur ce que tu dis, faut être très frontal. On avait, par exemple, sur Space Babies, dit, c'est un peu, le propos sur l'avortement, il arrive quand même avec des gros sabots, et il y a pas mal de gens qui nous ont dit, mais moi, j'avais pas compris. Comment t'as pu ne pas comprendre? Pour moi, ça paraissait évident. Mais en fait, ça dépend de ton prisme. Et par exemple, l'épisode où ça m'a le plus marqué, parce que je pense que tu pensais à ça, et nous, on a eu plein de réactions qui nous ont surpris, c'est sur Dot and Bubble. La fin de Dot and Bubble, j'ai halluciné le nombre de gens qui ne l'ont pas compris, alors que pour moi, elle semblait limpide. Mais je pense que quand t'es pas habitué aux thématiques autour du racisme... qu'en fait, qu'on ne te dise pas le mot racisme, t'arrives pas à mettre le mot dessus. Et on a eu plein de commentaires de gens qui nous ont dit soit, je m'en suis rendu compte sur Twitter, en allant regarder après, ou alors, je l'apprends avec ta vidéo, ou alors des gens qui ont revu l'épisode encore derrière, qui ont dit, mais non, mais je vois pas où t'as vu ça, tu racontes n'importe quoi, alors que ils le disent dans les bonus, c'est sûr et certain que c'est un épisode qui parle de racisme. Mais c'est vrai que, tu vois, en fait, ça dépend de ton prisme de visionnage. Il y a des gens où, en fait... il y a vraiment des épisodes où on se dit, mais ça y va vraiment avec des sacrés sabots. Et en fait, il y a des gens qui les comprennent pas du tout. C'est surprenant. Tu sais jamais vraiment... c'est particulier. Mais bon, après, je pense quand même que la majorité des gens, après coup, ont quand même fini par comprendre que Dot and Bubble, ça parle de racisme, j'espère.
J'espère aussi, effectivement. C'était à ça que tu faisais référence ou pas? Oui, entre autres, effectivement, oui, on en parlera juste après, mais en effet, la fin de cet épisode-là est assez marquante de ce point de vue-là, quoi. Et en effet, il n'y a pas de doute. Enfin, je trouve quand même que si t'as un tout petit peu l'œil là-dessus, assez vite, dans le déroulé de l'épisode, tu te rends compte que, tiens, c'est quand même bizarre. Dans l'écosystème dans lequel ils sont, tu vois, ils sont tous blancs, et puis le docteur, c'est le seul qui a du mal à se faire entendre. Enfin, il y a tout un truc où tu peux comprendre au fur et à mesure de l'épisode qu'il y a un truc qui cloche, et en effet, la fin est assez... en tout cas, moi, je l'ai trouvé limpide de ce point de vue-là. Bah, beaucoup de gens ont juste compris qu'en fait, c'était sur les privilèges, que c'était sur les riches, qu'en gros, ils le voyaient pas comme un riche, et donc c'est pour ça que, voilà. Mais t'as quand même le terme vaudou. Et pourquoi est-ce qu'il verrait Ruby comme une riche et pas le docteur, tu vois? Enfin, il y a quand même beaucoup de trucs qui vont pas, je trouve, avec cette théorie-là. Mais bon, après, c'est... Pour le coup, on sait que c'est la vraie interprétation, que c'est une histoire de racisme, que c'est pas qu'on est en train d'aller extrapoler. Mais ouais, non, c'est... Tu sais jamais vraiment, en fait, je pense. À moins que tu te dises vraiment frontalement, en disant les termes dessus, je pense que t'auras toujours des gens qui comprennent pas ton message, en fait. Que ton personnage dise à haute voix, mais c'est raciste. Et tu vois, par exemple, c'est un truc qui a été reproché sur l'ère précédente. Je reviens encore un peu sur l'ère précédente, désolé, mais ce qui a été beaucoup reproché à l'ère précédente, c'était qu'elle était très didactique et qu'elle disait souvent les problèmes qu'elle affrontait, en fait, les problèmes qu'elle visait. Les gens disaient, ah, c'est pas subtil et tout ça. Mais du coup, tu comprenais les problématiques. Et là, je me suis vraiment rendu compte sur cette saison, et je me dis, ah, mais en fait, quand c'est subtil, les gens ne comprennent pas, Voilà, quoi. peut-être que là où je trouve qu'il y a des choses frontales, c'est peut-être encore un peu trop subtil, en effet. Mais ouais, mais je te dis, ouais, moi, je pensais vraiment que c'était trop frontal, et de voir nos commentaires, je me suis dit, ah bah non, bah en fait, c'est peut-être juste parce que nous, on est sensibilisés à ces sujets, et je sais pas. En tout cas, sachez-le, effectivement, Doctor Who est et restera, il l'a montré dans cette saison 1, Une série de gauchiasses. aussi politique. Ça fait du bien aussi de voir une série qui va petit à petit à son casting avoir des représentations de plus en plus variées, et c'est aussi pour ça que j'ai hâte de continuer à regarder cette série de mon côté. Non mais c'est une série super progressiste depuis le départ. Quand tu vois que sa première productrice était la première femme productrice de la BBC, son premier réalisateur, il était d'origine indienne, c'était un mec gay, en 1963 quand même. Fallait le faire, quoi. Et puis le deuxième épisode, on parle de fascisme. Enfin, c'est vraiment une série qui a vécu le progressisme de son temps. Le progressisme de Doctor Who a évolué avec le progressisme de la société, en fait. Et donc forcément, ces messages aussi, et c'est pour ça que la série est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces thématiques évoluent avec la société. Je ne rajouterai rien de mieux que cette conclusion à cette partie politique. Finissons notre épisode avec une toute simple question. Au final, sur cette saison 1, Pauline, c'est quoi ton épisode préféré? 73 Yards, sans le moindre doute. Okay. Parce que je suis une fan de folk horror, que j'ai adoré ce côté mystique, ce côté fantastique, où t'as pas besoin d'explications, où c'est des vibes. Et la réalisation était folle. Et ouais, non, c'est véritablement l'épisode qui m'a le plus plu. Bah écoute, pareil. Je crois que c'est le préféré de beaucoup de gens, parce que du coup, sur notre bilan, on a fait on a fait une petite enquête auquel nos abonnés ont répondu. On a eu plus de 500 réponses, et 73 Yards est de très loin le mieux noté de toute la saison. Je pense que c'est vraiment l'épisode qui sort du lot pour beaucoup de gens. Bah, c'est un épisode à plein d'égards qui est particulier, et ça, dans le sens où, en effet, c'est un épisode qui est très très centré sur Ruby, et dans lequel on voit peu le docteur, déjà. Et en plus de ça, c'est un épisode qui marque pour moi bien ce que j'aime chez Doctor Who en particulier, c'est on ne sait pas où on va avec cet épisode. Vraiment, c'est un épisode qui démarre sur un truc très basique, avec cette côte galloise magnifique et ce docteur avec son petit ciré jaune, et tu te dis ok, ils vont partir pour faire une petite randonnée ou je ne sais pas quoi, et en fait ça va se transformer en effet en un truc semi-horrifique, en un truc qui va s'étaler sur le temps avec des twists incroyables, puisque on va revoir notamment tous les personnages qui tournent autour de Unit, mais dans un moment où on va avoir l'impression qu'il va se passer quelque chose de positif, et en fait non, ça va être un twist qui est presque glaçant en fait, dans la manière dont ça isole le personnage de Ruby. Et il est très jusqu'au boutiste en fait dans tout ce qu'il fait. Je dois juste te dire que moi j'ai pas apprécié la fin. Voilà,
voilà, la résolution, encore une fois, pour moi, elle n'a pas fonctionné sur moi et je l'ai pas trouvé ni claire ni satisfaisante. Mais l'épisode est tellement bien et encore une fois, de toute façon, c'est un épisode aussi qui dit beaucoup. Quand quelque chose d'incroyable se passe, de surnaturel se passe dans notre vie, on a besoin de lui trouver des raisons rationnelles, alors que parfois, et ces raisons rationnelles ne sont probablement pas l'explication en fait. Et peut-être qu'il n'y a même pas d'explication, peut-être que c'est juste surréaliste, surnaturel. Et c'est beaucoup ce que fait cet épisode-là. Et ça, j'étais très très fan de cette explication-là. Et donc voilà, c'est un épisode aussi qui, je pense, qui restera, qui me marquera et qui restera un peu inscrit quand je repenserai à cette saison 1. Après, j'ai beaucoup aimé l'accord du diable pour le personnage de Maestro aussi quand même. Je pense que vraiment dans des flashs un peu d'images que je peux avoir de cette saison, c'est comme ce personnage revient aussi. Et la fin de Œil et Cerveau-Bulle qui justement on vient d'en parler, la prestation de Ncuti Gatwa qui est assez incroyable. Et en fait c'est une fin qui prend un contre-pied absolu sur ce qu'on attend aussi là de Doctor Who, c'est-à-dire que le docteur dans Doctor Who, c'est un personnage qui, malgré l'adversité et même parfois en allant trop loin, veut trouver des solutions. Il va trouver des solutions. Waters of Mars, on se souvient de cet épisode avec Tennant qui va tout casser pour trouver des solutions et jusqu'à aller trop loin. Et là, on nous laisse sur une fin totalement abrupte d'un épisode où le docteur est totalement démuni face à ces gens qui ne veulent pas de son aide, qui refusent qu'il est. Et vraiment, elle m'a laissé sur le cul cette fin d'épisode parce que d'une, je m'attendais pas trop à ce que ça soit la fin. De deux, il faudrait que je le revoie, mais il y a une espèce de silence assourdissant quand le docteur les laisse partir et rentre dans le TARDIS avec ce regard et après avoir eu cette explosion de rage et tout ça, qui a été vraiment assez incroyable et qui encore une fois là fait vraiment un contre-pied total avec un déroulé d'épisodes classiques de Doctor Who, quoi. Donc moi j'ai un peu cette trilogie là, on va dire, je pense, sur cette saison. Oui, Œil et Cerveau-Bulle, Dot and Bubble, ouais. C'est vraiment une sacrée surprise. Je m'attendais vraiment pas à aimer cet épisode. Je pensais vraiment que ça allait être un épisode de gros boomer et en fait oui, il m'a vraiment surpris et je l'avais pas forcément noté très haut dans la show, mais c'est un épisode que tu laisses décanter en fait, et aujourd'hui je l'apprécie nettement plus, quoi. Enfin, il est incroyable. Ce serait quoi mon troisième? Je pense, alors ça va paraître absurde, hein, mais je me demande si... Ouais, enfin, si on compte Church and Ruby Road, je pense que c'est Church and Ruby Road. Mais sinon, je me demande si c'est pas Space Babies. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent, mais j'ai aimé sa simplicité, en fait. Il m'a fait rire. Tu vois, c'est le genre d'épisode de Doctor Who, quand t'as juste envie de te mettre un épisode de Doctor Who tout simple, qui te fait du bien, t'as envie de mettre Space Babies, tu vois. Mais je sais que je suis à contre-courant de beaucoup de gens n'ont pas du tout aimé Space Babies, mais je sais pas, moi je le trouve mignon. Justement parce qu'il est moins spécial que les autres, et voilà, il m'a touché à ce niveau-là. Eh ben écoute, voilà, je pense que globalement on a fait un peu le tour de toutes les choses en tout cas que moi j'avais envie d'aborder avec toi sur cette saison 1 de Doctor Who. Merci beaucoup. Comme j'ai pu le dire déjà par le passé dans d'autres podcasts, on est en 2024 et Doctor Who n'a jamais été aussi accessible pour un nouveau public. Donc ne vous faites pas prier si vous aimez la SF, le fantastique, même un petit peu la fantasy, l'aventure avec des personnages hauts en couleur. Regardez l'une des plus vieilles séries du monde, tout simplement. En plus de ça, il y a un côté un petit peu très respectueux quand on regarde Doctor Who parce que c'est l'une des plus vieilles séries du monde. Encore en cours de diffusion, vous le regretterez pas, ça c'est quasiment sûr parce qu'il y a de tout dans Doctor Who, donc vous trouverez forcément chaussures à votre pied. De ton côté, Pauline, bon, il y a un bilan du coup qui est sorti. Presque 2 heures. Hein. Trop hâte de regarder ça. Et à côté de ça, ça va être quoi un petit peu l'actualité de la chaîne On doit faire une vidéo sur les 15 ans de la saison 3 de Torchwood, qu'on a regardé avant la saison, donc j'ai envie de dire, j'espère qu'elle est encore assez fraîche, mais en même temps elle est tellement marquante, la saison 3 de Torchwood, que je pense que ça devrait aller. Mais donc voilà, il y a celle-là. On est censé faire une vidéo, ça fait longtemps, j'espère qu'elle va sortir un jour, sur Dr. Screw, qui est une parodie porno de Doctor Who, et on a essayé de faire une vidéo adaptée, tu vois, pour YouTube. Alors j'espère pouvoir la finir cet été. Enfin voilà, après... On va continuer à parler. On a encore quelques trucs sur la saison en cours. Hein. On avait fait une vidéo, enfin on s'était enregistré avant la saison à dire nos théories pour la saison. Mm-hmm. Et donc il faut maintenant qu'on fasse un react ces rushs et qu'on fasse un react à nos propres théories.
Ça peut être rigolo, je pense. Ah ouais, effectivement. Ouais. Et puis j'ai filmé on a filmé ma conférence au Japan Tour Festival. Alors je sais pas ce que ça donne. Je voulais te demander. Ouais. Si c'est nul, je pense qu'on le mettra sur la chaîne secondaire qui est Paperpot Adventures. Puis sinon, si c'est bien, on le mettra sur la chaîne principale, mais on verra. Et puis à un moment se reposer aussi. Hein. Oui, c'est ça. On est en période estivale, voilà. Vous qui écoutez ce podcast, vous pouvez le faire à tout moment, mais nous, sachez qu'on enregistre au début de l'été, et donc voilà, on va être aussi sur un rythme un peu plus ralenti. Il faut se reposer à un moment donné pour revenir plus en forme pour du coup le spécial de la fin de l'année, puisque on aura droit à nouveau à un épisode de Noël, si je me trompe pas, pour Doctor Who. Joy to the World. Très bien. Et on suivra tout ça avec attention et en tout cas de mon côté beaucoup de plaisir. C'est la fin de cette watchlist. À un moment donné, il faut la terminer. Voilà. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Oui. On explose tout à fait les formats, mais en fait, au fur et à mesure de nos envies et de nos invités, maintenant ça devient un format presque plus principal que celui qu'on avait avant. Mais c'est pas grave, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre évidemment 5 petites étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie, à nous raconter éventuellement aussi sur les réseaux ce que vous avez pensé de cette saison 1. Si vous l'avez découvert, j'avais lancé un format un peu répondeur auquel vous pouviez participer. Alors j'ai eu des réponses, mais je ne les diffuserai pas malheureusement dans ce podcast parce que j'avais demandé spécifiquement des gens qui avaient découvert Doctor Who avec cette saison 1 et j'ai eu que des gens qui connaissaient déjà et qui ont adoré la saison. Donc merci en tout cas à ceux qui ont participé quand même et qui ont laissé le petit message. Ça sera peut-être quelque chose qu'on mettra en place à la rentrée parce que nous ça nous fait aussi plaisir d'avoir votre retour par ce biais-là et peut-être aussi créer des formats autour justement d'un répondeur que l'on mettrait d'émission en émission. On verra ça. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous suivent d'ores et déjà aujourd'hui et qui écoutent nos podcasts. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine watchlist. Salut. Salut. Bonus Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus.